Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Lizzie Magie, pourtant à l'origine du concept, disparaît du récit. Les joueurs ne savent pas qu'ils jouent à sa création. Ils ne savent pas qu'elle a un brevet. Ils ne savent même pas qu'une femme est derrière ce jeu. Durant cette période, The Landlord's Game atteint ce qu'on appelle aujourd'hui un point de mutation. Il n'appartient plus à Lizzie, ni à une communauté précise, mais à une culture entière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il devient populaire, au sens ancien du terme, c'est-à-dire un jeu du peuple. Et c'est précisément dans cet espace flou où tout le monde joue sans savoir pourquoi qu'apparaît un homme qui va changer donc l'histoire, Charles Darrow. Quand Darrow rencontre une version dérivée du jeu déjà débarrassée de son message social, il ne découvre pas une idée nouvelle. Il découvre un jeu qui a été déjà perfectionné, poli, affiné par 30 ans de pratique collective. Mais l'Amérique, à cette époque, préfère les génies solitaires aux inventions longues et collectives. Et Lizzie Magie, dans ce récit-là, n'a pas sa place. Les historiens montrent pourtant que sans elle, Monopoly n'existe tout simplement pas. Après la création d'Elizabeth Magie, de Landlord's Game, commence une vie parallèle, presque souterraine, rien à voir avec un produit commercial. Le jeu circule par imitation, par copie, par contagion culturelle. Et c'est ce trajet clandestin sur près de 25 ans qui va profondément transformer le jeu, jusqu'à le rendre méconnaissable pour sa propre inventrice, avant de devenir le terrain sur lequel Charles Darrow puis Parker Brothers vont bâtir le récit. Ce chapitre, c'est l'histoire d'un jeu qui se transmet hors des circuits officiels, sans publicité, sans éditeur, sans manuel, sans boîte même. Un jeu qui se répand comme une idée, un virus social, mais un bon virus. Et les historiens montrent que 3 communautés ont joué un rôle clé, les réformateurs progressistes, les professeurs et les étudiants, et surtout les Quakers de l'Atlantique Nord. Alors le premier cercle, c'est les progressistes. Comme je vous disais, Ardennes, communauté utopiste du Delaware, n'est que le point de départ. Au début du XXe siècle, les États-Unis sont marqués par de vastes mouvements sociaux, comme vous pouvez vous en douter, la lutte contre les trusts, dénonciation des conditions de travail, naissance du syndicalisme moderne, réforme urbaine, revendications féministes, ils ont la totale. Dans ce décor, The Landlord's Game apparaît comme un petit laboratoire politique. C'est un outil pédagogique, encore une fois, pour expliquer les dangers de la propriété foncière concentrée. Les militants anti-monopole, les adeptes d'Henry George, les réformateurs urbains, les acteurs associatifs, tous y voient un moyen de jouer, entre guillemets, la lutte sociale. Chaque groupe adapte le jeu. Encore une fois, on modifie les rues, on change les taxes, on introduit des lots locaux, on rebaptise les cases selon les débats du moment. C'est plus un simple jeu, c'est une expérience économique en carton qu'on démonte et qu'on remonte selon les préoccupations de son temps. Mais bientôt, le jeu va franchir un seuil important parce qu'il va rentrer à l'université. Vers les années 1910-1920, plusieurs témoins racontent que des étudiants américains jouent à une version du jeu qui n'a déjà plus grand-chose à voir avec le plateau de 1904. Les règles circulent oralement, sur des feuilles volantes aussi, dans des clubs universitaires. Là encore, les universités progressistes, Pennsylvanie, Columbia, Harvard, certaines écoles normales deviennent des foyers de transformation. Pourquoi ? Me direz-vous ? Parce que les étudiants sont les plus prompts justement à modifier, à améliorer, à bricoler les règles. Dans ces milieux, la version monopoliste du jeu, celle où chacun tente d'écraser les autres, c'est cette version qui va prendre le dessus. Elle est plus fun, vous me direz, elle est plus compétitive, elle correspond mieux à l'esprit des soirées étudiantes, elle déclenche des éclats de voix, des alliances, des trahisons aussi. Les étudiants abandonnent progressivement, vous avez compris, la version anti-monopoliste de Lizzie. Et le message s'efface. Seul le plaisir demeure. Les historiens montrent que c'est à cette époque que plusieurs éléments se fixent. D'abord, l'idée de couleur par groupe de propriété, et puis les loyers croissants, et puis les maisons et les hôtels, et puis les cartes d'opportunité, les ancêtres des cartes chance et des caisses de communauté, et puis le plateau carré avec 4 coins bien distincts. Le jeu prend de la cohérence, il se stabilise si vous voulez. Et c'est dans ce contexte que la 3e communauté entre en scène, celle qui va donner au jeu sa forme définitive. C'est sans doute finalement la partie la plus fascinante de l'enquête parce qu'on est dans les années 20 et 30, le jeu circule intensément parmi les Quakers de Philadelphie et d'Atlantic City.
Là encore, hein, pas de boîte, pas d'éditeur, on fabrique les jeux à la main. On peint les cases, on découpe du carton, on inscrit les noms des rues et de manière qui aurait sidéré Lizzie, on choisit les rues d'Atlantic City. Pourquoi, me direz-vous, Atlantic City? Eh bien, les historiens avancent plusieurs raisons. Des familles Quakers possédaient des maisons de vacances sur la côte. Ouais, ça paraît dingue, mais c'est vrai, les rues y étaient immédiatement identifiables. Le plan urbain aussi se prêtait très bien à un plateau circulaire et surtout, ces familles voulaient donner une couleur locale au jeu qu'ils se transmettaient. Donc ce sont les Quakers qui introduisent Mediterranean Avenue, Boardwalk, Marvin Gardens, Ventnor Avenue, Baltic Avenue et toutes les rues qu'on connaît aujourd'hui quand on joue aux jeux américains. Ils fixent les couleurs, stabilisent les prix, équilibrent les loyers, rédigent même des versions manuscrites de règles, ça y est, le Monopoly moderne est né, mais sous un autre nom, circulant en privé, sans copyright, sans brevet et surtout sans Charles Darrow encore une fois. Et au moment où il apparaît, Darrow, dans cette histoire, les historiens montrent qu'un phénomène étrange s'est produit. Le jeu est devenu tellement populaire dans ces cercles qu'il n'a plus du tout d'auteur identifiable, encore une fois. Personne dans les années 20 ne sait ou ne même se souvient que la structure originale vient d'Elizabeth Magie. Tout le monde pense que c'est un jeu qui a toujours existé. Les Quakers jouent avec sérieux, les enfants apprennent à trafiquer les prix, les adultes s'amusent à ruiner leurs copains et le jeu continue sa mutation. Des familles entières fabriquent des plateaux dans leur salon, certaines en font commerce carrément, hein, discrètement, d'autres ajoutent des innovations. C'est une évolution, j'allais presque dire darwinienne du jeu. Le mécanisme le plus amusant survit, le moins amusant disparaît complètement. Lorsque Charles Darrow découvre le jeu, probablement chez des amis, il ne découvre encore une fois pas une idée, il découvre un produit finalisé, un produit poli, équilibré, prêt à être vendu. Donc la version Quaker, celle que va récupérer Darrow, est la version la plus compétitive, la plus brutale, la plus capitaliste en fait. Mais cette version, c'est le détournement involontaire d'un jeu conçu pour dénoncer les monopoles, vous l'avez compris. C'est quand même l'un des paradoxes les plus saisissants de l'histoire du Monopoly. C'est quand même une invention politique qui devient un divertissement familial, glorifiant ce qu'elle voulait combattre. C'est quand même pas commun. Et cette bascule, c'est le fruit donc de 25 ans de transmission orale, d'ajustement, de bricolage, de modifications étudiantes et de mise en forme des Quakers. Lorsque Darrow arrive dans l'histoire, le terrain est donc déjà prêt. Il n'a plus qu'à emballer le jeu, à lui donner une signature, à proposer à Parker Brothers une version déjà quasiment aboutie. On appelle ça du vol, hein. La suite, c'est l'histoire de la récupération et puis de l'effacement. Quand il entre en scène, notre Darrow, le jeu existe depuis plus de 30 ans, il a été poli par des générations de joueurs, j'exagère sur les générations, les rues sont bien en place, les cartes circulent dans les milieux, dans tous les milieux, les règles ont été harmonisées par les Quakers et les étudiants, donc il ne crée pas un jeu, il arrive au bout d'une longue chaîne invisible. Mais ce qu'il apporte, et c'est là quand même que tout bascule, c'est la rencontre avec une industrie, celle du jeu commercial, et surtout la rencontre avec une entreprise qui excelle dans l'art de raconter des histoires, Parker Brothers. Les historiens montrent que Darrow découvre une version donc quasi finale, vers 1933. Ce qu'il voit donc, un plateau carré, les rues d'Atlantic City, les prix qui sont déjà fixés, des maisons et des hôtels, des loyers croissants et des cartes déjà rédigées. Sa contribution est simple, mais elle est quand même essentielle du point de vue de l'industrie. Il recopie proprement le plateau, il en fait une version graphique soignée, il fabrique quelques exemplaires à la main, il formalise quand même des règles stables, et il signe, c'est terrible, il signe le jeu de son nom. Autrement dit, il formalise un produit artisanal pour en faire un produit marchand.